Bonjour et bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on se plonge dans une question assez vertigineuse en fait. Que devient une idéologie totalitaire une fois qu'elle a subi une défaite militaire absolue? Comment est-ce qu'elle survit? Pour essayer de répondre, on s'appuie sur l'analyse critique d'un ouvrage assez fascinant, Soleil noir de l'historien Nicholas Goodrick Clark. Il explore justement la survivance du nazisme après 1945, mais pas comme un mouvement politique. Non, c'est ça qui est intéressant. On parle de ces dérives les plus étranges avec les cultes ariens, le nazisme dit ésotérique. Exactement. D'accord. Alors, ésotérique, ça veut dire qu'on parle de sa dimension cachée, presque mystique. On sort complètement de la politique pour entrer dans la croyance. C'est tout à fait ça. C'est la thèse centrale de l'analyse. Face à l'effondrement total de son projet, le nazisme n'a pas eu d'autre choix que de muter, de se réfugier dans le mythe. Il devient une sorte de religion alternative. Voilà, une sorte de contre-religion pour initiés qui va se nourrir de complots et de prophéties. Et le premier exemple que l'analyse donne est celui de Savitri Devi. Son portrait est vraiment saisissant. Oui, et son cas est fondamental, parce qu'il crée un modèle. Cette femme, d'origine gréco-anglaise, elle a opéré une fusion entre l'hindouisme et le nazisme. Ah oui, carrément. Pour elle, Hitler, c'était pas un simple dirigeant politique, c'était un avatar. C'est-à-dire une incarnation du dieu Vishnu. Exactement. Venu pour purger le monde de ce qu'elle appelait la décadence. Donc, en le transformant en divinité, ses actions deviennent intouchables, en fait. Bah oui, On ne peut plus les juger sur un plan moral ou humain. Ça relève de la foi. C'est un renversement complet. c'est toute la logique. Dans cette vision, l'Holocauste n'est plus un crime contre l'humanité, c'est un sacrifice divin, une nécessité cosmique. Et c'est ce qui lui a permis de devenir cette espèce de grande prêtresse du néonazisme mystique. Tout à fait. Bon, si une partie de cette idéologie se sauve dans la religion, une autre part dans une direction encore plus inattendue. On quitte le mysticisme pour la science-fiction, avec ses histoires d'ovnis nazis. Oui, on le doit principalement à un ancien SS autrichien, Wilhelm Landi. C'est lui qui, dans ses romans, va développer cette idée que le Troisième Reich n'a pas été vaincu. Ah non? Non, il se serait replié dans des bases secrètes en Antarctique En Antarctique? pour y développer une flotte de soucoupes volantes en attendant le bon moment pour revenir. Ce qui est une manière de nier la défaite, au fond. Ce n'est plus une fin, c'est juste une pause. C'est ça. La fiction devient un outil pour entretenir l'espoir d'une revanche. Et cette fiction a des conséquences très réelles. Oui. C'est via les romans de Landig que le symbole du soleil noir va se populariser, Ah, ça vient de là. inspiré de la mosaïque du château de Wewelsburg. Voilà. Et aujourd'hui, ce symbole est partout dans la mouvance d'extrême droite. Du régiment Azov en Ukraine jusqu'à l'arme du terroriste de Kraïchich. Un mythe de fiction est devenu un étendard mondial. C'est fou. Complètement. Et cette stratégie de se réfugier dans la fiction trouve son aboutissement le plus violent aux États-Unis, avec William Pierce. Là, on n'est plus dans le mythe cosmique. Non, là on est dans le manuel pratique. C'est ça. Son roman, The Turner Diaries, est décrit par l'analyse comme le texte fondateur du terrorisme suprémaciste blanc moderne. C'est pas juste une histoire. L'analyse parle d'un manuel technique et idéologique pour le génocide. C'est exactement ça. Le livre décrit une guerre raciale pour renverser le gouvernement. Et son influence, on la retrouve directement dans l'attentat d'Oklahoma City. La fiction devient un permis de tuer. Donc, quand on met tout ça ensemble, on a une idéologie vaincue qui se réincarne en religion, en saga de science-fiction et en guide pour terroristes. Qu'est-ce que ça nous dit au final? La conclusion de l'analyse de Soleil noir, c'est que ces cultes ne sont pas juste des curiosités du passé. Ils sont décrits comme des symptômes précoces des fractures de nos sociétés. D'accord. Comprendre ces mythes, ce langage, c'est se donner les outils pour identifier la haine contemporaine qui, aujourd'hui encore, continue de s'en nourrir. Ce n'est pas de la fascination, c'est une nécessité. Et ça laisse avec une dernière pensée peut-être. L'analyse montre comment une idéologie, acculée par les faits, se réfugie dans le mythe pour survivre. Ça amène à se demander à quel point d'autres systèmes de croyances, politiques ou non, quand ils sont confrontés à une réalité qui les contredit, se construisent-ils leur propre mythologie pour ne pas avoir à l'affronter.